dirige l'une des plus grandes entreprises françaises, presque une trentaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà de ça, c'est l'une des entreprises qui rayonne probablement le plus à l'international. Il a certains de ses clients d'ailleurs qui sont dans la salle, puisque fournisseur de quelques enseignes du commerce associé. Son entreprise a pris le virage du e-commerce, puisque bien que ça soit un industriel, 11% de son chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé via le e-commerce. Cet invité, c'est Jean-Paul Agon, président de L'Oréal. Il est interrogé par Nicolas Charbonneau, directeur délégué des rédactions du Parisien aujourd'hui en France. Nicolas Charbonneau, Jean-Paul Agon. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Jean-Paul Agon. Merci d'être avec nous ce matin. J'entendais le président à l'instant parler beaucoup de la réinvention. On va l'évoquer ensemble pour les 3 quarts d'heure que nous avons devant nous. Se réinventer, faire bouger des lignes, s'adapter d'une certaine manière. Qui mieux que vous pour parler de tout ça et l'incarner. Je lisais hier soir quelques éléments biographiques sur vous, évidemment. Et je me suis dit, il arrive quand même à chaque fois au mauvais moment. Alors, je m'explique. Vous avez pris la tête des États-Unis quelques jours avant le 11 septembre. Vous avez pris la tête du groupe quelques jours avant la crise financière. Vous avez pris la tête de l'Allemagne au moment où la réunification, c'était moins enthousiasmant, hein, d'une certaine manière. Comment on fait? Alors bon, soit vous êtes chat noir, mais les succès de L'Oréal nous prouvent quand même que ça va pas si mal. Soit comment vous faites et comment vous avez fait pour vous adapter d'une certaine manière quand tout bascule en quelques jours. Bien, d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très, très heureux d'être avec vous. Et c'est vrai que j'ai quelques très grands clients dans la salle, entre Leclerc, Système U, Intermarché, etc. Donc, je suis toujours ravi d'être au service de mes clients. Oui, pour répondre à votre question, j'ai dit dans un interview récent que, en fait, je crois que j'avais effectivement un espèce de karma particulier et qui s'était révélé un jour dans un fortune cookie, dans un petit gâteau, vous savez, chinois qu'on a dans les restaurants chinois, où il était écrit, c'était le seul fortune cookie qui avait écrit une chose pareille. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un l'avait écrit pour moi, etc. Il y avait écrit « Vous aurez beaucoup de chance, mais vous en aurez besoin ». Et franchement, quand on lit ça, on se dit ça... Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais une trentaine d'années. Et ça, quand on lit ça, on se dit, bon, ça ne doit pas être par hasard quand même. Et effectivement, c'est quand même un peu ce qui m'est arrivé toute ma vie. Donc moi, vous savez, j'ai 41 ans de L'Oréal. J'étais d'ailleurs en promo à HEC avec Jean-Louis Bancel, qui va vous parler tout à l'heure aussi. C'est une coïncidence. Et en fait, c'est vrai que dans ma carrière l'oréalienne, au moins, on ne peut pas dire que j'ai été favorisé, que ça a toujours été facile, parce que c'est vrai que j'ai cumulé quand même un certain nombre de trucs assez difficiles, enfin, des moments un peu difficiles, puisque vous avez raison, j'ai été nommé patron de l'Allemagne. Bon, d'abord, j'avais été, vous savez, je suis parti en Grèce au début de ma carrière. J'ai eu cette opportunité formidable de partir à 24 ans, parce que le patron des ressources humaines de L'Oréal m'avait un jour convoqué pour me dire « Monsieur Agon, on vous propose de partir comme directeur général de la filiale grecque ». J'étais tellement heureux, fier, que j'ai trouvé ça formidable, j'ai accepté dans l'instant. Bon, j'ai compris après qu'en fait, la filiale a été toute petite, dans un état épouvantable, et surtout qu'ils avaient proposé absolument à tout le monde chez L'Oréal, et que tout le monde avait refusé, bien sûr, parce que c'était un job totalement suicidaire. Et que... 24 ans en même temps, hein, vous aviez 24 ans, voilà, donc j'avais pas grand-chose à perdre. Il fallait redresser la Grèce, déjà. Voilà. Déjà. Oui, déjà, oui. D'ailleurs, je suis un des rares patrons français qui a été patron de la Grèce et patron de l'Allemagne. Et quand vous faites les deux, vous comprenez que c'est effectivement assez difficile de mettre les deux dans la même monnaie. Alors Jean-Paul Agon. Mais c'est vrai, juste pour finir sur votre point, c'est vrai que j'ai accumulé les situations de crise. Mais vous savez, c'est le fameux truc un peu banal maintenant, mais qui est vrai, qui est le mot chinois pour dire crise est fait de 2 caractères. Et dans ces 2 caractères, il y a un premier caractère qui veut dire difficulté, challenge, la crise, mais le deuxième caractère qui veut dire effectivement chance et opportunité. Et je dois dire qu'à chaque fois, ça a été aussi une chance et une opportunité. Je ne sais pas si c'était comme ça ou si on s'en est bien sorti, mais à chaque fois, effectivement, ces crises ont été aussi des opportunités pour accélérer et se débrouiller. On va évoquer tout ça ensemble. Vous avez une très jolie formule pour caractériser un peu les 3 révolutions qui se sont déroulées ces dernières années, ces quelques dernières années, très récemment. En fait, on va reprendre ces thèmes ensemble. Vous parlez d'individus consommateurs qui
qui a pris le pouvoir désormais. Vous parlez d'individu citoyen qui a besoin que l'entreprise soit vertueuse. Et puis enfin de l'individu collaborateur, le salarié qui pense qu'une entreprise, c'est aussi un lieu d'épanouissement. D'abord, pour ce qui est de l'individu consommateur, vous diriez que le monde a plus changé par le digital ces 3, 4, 5 dernières années qu'en un demi-siècle? Oh oui, ça c'est très clair. Je pense que moi, encore une fois, j'ai l'avantage d'avoir ces 40 ans d'expérience. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien la réflexion que je me faisais il y a une dizaine d'années. Je me disais, bon, après tout, on est dans les années 2010, et je trouvais que finalement, rien n'avait changé depuis que j'étais rentré dans l'industrie. Et que finalement, dans notre métier à nous, qui est quand même beaucoup le marketing, la grande consommation, finalement, on faisait les choses en 2010 comme on les faisait dans les années 60, 70, 80. J'exagère, mais à peine. Et finalement, ça devenait un peu lassant, quoi. Et ce qui est formidable, c'est que ces 5 dernières années, enfin ces 10 dernières années, mais surtout les 5 dernières années, tout a changé. Et tout a changé, c'est une vraie révolution au sens du cercle. C'est que on est complètement sans dessus-dessous. C'est-à-dire que le consommateur est vraiment devenu, grâce au digital, grâce à l'Internet, au cœur de toute la démarche. Et ça a complètement changé le paradigme. Et je dois dire que c'est beau pour le meilleur, dans le cas de L'Oréal, mais dans le cas d'ailleurs, à mon avis, de beaucoup d'entreprises, pour le meilleur, à condition, là aussi, c'est un peu comme l'histoire des crises et des opportunités, à condition de le voir comme ça. À condition de le voir comme en quoi cette révolution, ce changement de paradigme renverse les choses, mais les renverse pour le mieux. Et dans notre cas, en replaçant le consommateur au cœur du jeu, c'est définitivement une révolution extrêmement positive, bénéfique, vertueuse, etc. C'est en 2010, et il fallait le voir venir parce que c'était les prémices seulement. Vous avez décidé que 2010 serait pour L'Oréal l'année du digital, hein, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous dites, bon, c'est là, c'est en train d'arriver, ça va nous bouleverser, je veux que ce soit l'année du digital. Et qu'est-ce qui se passe chez L'Oréal? Alors ça, c'est un petit peu l'autre caractéristique. Moi, je ne suis pas sûr d'être très intelligent, mais j'ai un bon nez. Donc je sens les vents et les choses qui se lèvent. Et c'est vrai qu'en 2010, par pas mal de conversations, de discussions que j'avais avec des amis, des gens qui travaillaient un peu dans ces métiers-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, c'est un peu comme quand vous sentez un espèce de tsunami qui va arriver. Et j'ai vraiment senti que le tsunami du digital allait tout renverser, tout bouleverser, justement. Et on ne savait pas très bien encore comment, comment ça allait se passer, mais moi je savais que ça allait se passer. Et donc, vous parliez tout à l'heure du village gaulois pour votre métier. L'Oréal, c'est aussi un peu un village gaulois. Et pour mobiliser L'Oréal, c'est assez simple. Il suffit de sonner le tocsin et de mobiliser tout le monde. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décrété début 2010, année digitale chez L'Oréal. Alors, ce qui est formidable, c'est que personne ne savait ce que ça voulait dire. Moi non plus, d'ailleurs. Je savais juste parce que le digital était quelque chose qui arrivait. On ne savait pas exactement quelle forme ça allait prendre. Mais tout le monde s'est mobilisé, parce que les gens de L'Oréal sont des gens formidablement enthousiastes, volontaires, positifs, et ils m'ont fait confiance. Et tout de suite, on s'est mobilisé. Et ça a été extrêmement bénéfique, je vais vous dire pourquoi. Et donc, partout dans le monde, dans toutes les divisions, dans toutes les marques, dans tous les pays, tout le monde s'est mobilisé sur le sujet en disant, oui, ça va arriver, donc qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on démarre, quelle expérience on fait, etc. Et c'était très important parce qu'il y a 2 conditions, à mon avis, pour réussir sa révolution digitale. La première, c'est qu'effectivement, ça soit une révolution grassroots, comme on dit, hein, qui vienne de la base. Non pas qui soit dictée par le sommet et top-down, mais qui soit une vraie révolution partout, par tout le monde. Et la deuxième condition pour réussir, c'est que ça soit vécu comme quelque chose de positif. Et je crois que l'une des chances qu'on a eues chez L'Oréal, c'est que nous, on a tout de suite vu la révolution digitale, le tsunami digital, comme quelque chose de très positif et bénéfique, et qui allait justement, là aussi, être une grande opportunité pour nous, pour accélérer notre croissance, amplifier notre leadership, amplifier notre côté leader dans notre métier.
Est-ce qu'il faut ajouter à ça, ces deux conditions-là, le fait d'aller vite quand même? C'est-à-dire que quand vous êtes en 2010, vous êtes précurseur, certes, mais en plus, vous mettez les moyens et il faut aller très vite. Ça a changé. Absolument, aussi. absolument. Mais justement, là aussi, pour aller vite, il faut que ça vienne de la base. C'est pas par une décision du top avec une note qui descend partout en disant chers collaborateurs, le digital est important, veuillez s'il vous plaît y réfléchir. C'est en donnant l'envie à tout le monde. C'est l'esprit entrepreneurial que vous connaissez bien dans votre métier, l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'initiative, en donnant à tout le monde à la fois la conviction que ça va être très important, l'envie de le faire et la liberté de faire aussi dans chaque pays, dans chaque marque, dans chaque division ses propres expériences, parce que le monde du digital est aussi le fameux test and learn. Donc c'est pas un monde où on avance de manière certaine, étape par étape. C'est un monde où on essaye, on fait des essais, ça marche pas, on fait autre chose, mais quand ça marche, on cross-fertilise. Donc c'est aussi cette manière de faire qui a fait qu'on a pu aller très vite. Il est comment aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'individus consommateurs qui a clairement pris le pouvoir grâce au digital. Il est comment pour un groupe comme L'Oréal? Qu'est-ce qui a changé pour vous par rapport à ce consommateur? Qu'est-ce qu'il exige de vous? Qu'est-ce qu'il exige de vos produits? Et en quoi, du coup, vous êtes obligé de vous adapter? Alors, vous savez que pour nous, c'est un peu difficile de parler du consommateur parce qu'on a à peu près 1,5 milliard de consommateurs. Surtout de consommatrices d'ailleurs, Dieu merci, parce que les consommatrices sont encore bien meilleures que les consommateurs. Mais donc on a 1,5 milliard de consommatrices et dans le monde entier, puisque la France ne fait plus que 7% du chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord 23%, l'Asie à peu près 23% aussi, donc on est très très mondial. Donc généraliser la consommatrice partout dans le monde, c'est un peu difficile. Mais quand même, on peut dire qu'effectivement, il y a quand même des grandes tendances, parce que finalement la planète est un village quand même, et il y a quand même des grandes tendances qu'on retrouve partout. La première, c'est ce que vous dites, c'est que l'Internet, finalement, a donné le pouvoir aux consommateurs, le pouvoir de connecter directement avec une marque, le pouvoir de choisir, le pouvoir de se renseigner, le pouvoir de donner des notes aux produits, le pouvoir de rentrer en profondeur dans les produits, dans les marques, numéro 1. Et le pouvoir même parfois de co-concevoir des produits, en tout cas d'être partie prenante vraiment avec l'industriel, avec la marque, pour le développement des produits, etc. Donc ça, c'est fondamental, et je trouve ça formidable, parce que c'est infiniment plus intéressant que la façon dont on faisait avant. Deuxièmement, effectivement, le consommateur aujourd'hui exige, mais ça c'est vrai aussi partout, exige des entreprises qu'elle ait des comportements, des valeurs, une éthique, un impact sur la société positif, ce qui n'était pas le cas. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé il y a 40 ans, ce n'était pas un sujet, alors qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Elle exige aussi, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, des garanties de qualité, de sécurité, de sincérité sur les produits. Donc les consommateurs, les consommatrices en général, à travers le monde, c'est vrai, ont des nouvelles attentes, des nouvelles exigences, mais encore une fois, que je trouve assez vertueuses. C'est-à-dire que, quelque part, ça rend le travail de tous plus complexe, mais en même temps beaucoup plus intéressant. Et franchement, tout ça est dans une démarche extrêmement vertueuse. Vous avez investi, c'est très récent, ça date de l'année dernière, dans une société de tech, clairement, je crois que c'est Modiface, oui. C'est ça. Pourquoi vous allez là-dessus? Ça veut dire que vous intégrez. On peut peut-être d'abord dire ce que c'est, Modiface. Oui. C'est un logiciel de maquillage virtuel. Non, c'est plus que ça. Alors allez-y. Modiface, c'est en fait une société qui est la championne du monde en matière de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et qui permet des choses absolument extraordinaires, en tout cas pour nous. Et pour les consommatrices, puisque, par exemple, ça vous permet de faire des simulations de maquillage en ligne, ou de couleur des cheveux en ligne, ou de coiffure, ou de qualité de peau. C'est-à-dire que ça permet, quelque part, de simuler sur Internet complètement l'effet du produit que vous pourriez vouloir acheter sur vous-même.
Et bien évidemment, on voit bien le potentiel énorme que ça a. Et cette société est une société canadienne. C'était les champions du monde. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font ça dans le monde. Il y en a 2, 3. C'était les meilleurs. Et nous, on a considéré que c'était... Alors, ils travaillaient déjà pour certaines de nos marques, mais ils travaillaient aussi pour beaucoup de nos concurrents. Et on a considéré que les avoir à l'intérieur du groupe constituerait un avantage compétitif majeur. Et ce qui est le cas d'ailleurs. Donc on les a rachetés. Ils sont intégrés et ils travaillent maintenant pour les 30 marques du groupe et ils permettent donc à ces 30 marques, à la fois pour les sites de marques mais aussi pour les sites internet, de rendre l'expérience consommateur beaucoup plus intéressante, là aussi beaucoup plus intelligente, beaucoup plus pointue, avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Je vais me permettre de vous citer, ça va intéresser bon nombre de gens ici dans la salle parce qu'ils sont... directement concernés. Vous parlez du e-commerce comme une chance, une opportunité, ça peut être un danger pour la grande distribution aussi. Et vous dites que la grande distribution doit faire attention. Vous avez cette phrase, vous dites « J'ai vu des rayons charcuterie souvent plus attirants que des rayons cosmétiques ». Ah, ça fait partie alors de la... ça, voilà, ça fait partie du best-of Jean-Paul Agon. Oui, mais vous savez, c'est vrai. Je pense que... Franchement, demandez à vos adhérents, Leclerc, Système U, Intermarché, les transformations qui ont eu lieu ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années dans beaucoup de rayons de leur magasin sont magnifiques. Les rayons vins sont sublimes, les rayons parfois charcuterie italienne sont superbes, les rayons fromage, moi je fréquente beaucoup ces magasins, j'adore. En plus c'est là que j'ai commencé, j'étais représentant pendant 1 an chez L'Oréal, j'ai visité effectivement des Leclerc, des Intermarchés dans la région de l'Ouest, donc je connais bien. Et il y a eu des transformations formidables et mon grand regret, et c'est pas faute de le répéter parce que je le répète effectivement chaque année depuis à peu près 10 ans, c'est que malheureusement ça n'a pas été fait pour les rayons beauté. Alors que pour être franc, avec un tout petit peu de logique, si vous demandez en tout cas aux consommatrices, en leur demandant Madame, quel est d'après vous le premier rayon qui devrait faire rêver, créer l'envie, créer le désir, vous transporter, etc. Vous répondrez le rayon beauté. C'est pas la charcuterie. Elle vous dira pas la charcuterie. Et donc, je suis désolé, c'est un petit aiguillon, mais bon, j'ai pas beaucoup de succès avec mon aiguillon parce que ça fait 10 ans que je le dis, je vous dis. Et nous, chez L'Oréal, on est en permanence à proposer nos services pour réinventer le rayon. Et pour être franc, d'ailleurs, il y a quelques années, je disais ça un peu dans le désert, et on me disait, bon, ok, mais maintenant que le e-commerce va devenir une vraie alternative pour les consommatrices, je pense que ça devient urgentissime. Et que moi, je suis convaincu personnellement que l'avenir n'est pas au tout e-commerce. L'avenir, je pense que l'avenir est tout simplement à la liberté du consommateur. Je pense que l'Internet libère le consommateur. Alors évidemment, ça crée des disruptions conséquentes, mais l'avenir est à la liberté du consommateur qui va pouvoir choisir dans son comportement, dans son acte d'achat, où est-ce qu'il veut acheter, où est-ce qu'il veut se renseigner, où est-ce qu'il veut vivre une expérience. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu banal de le dire, mais le grand challenge pour nos clients partenaires, c'est de réinventer l'expérience consommateur dans les rayons de façon à ce que les consommateurs viennent toujours autant ou plus et découvrent dans leurs rayons des expériences qu'ils ne pourraient pas découvrir chez eux. Le consommateur, en vous écoutant, Jean-Paul Agon, on voit bien à quel point donc, il est cet individu citoyen, il est cet individu qui décide, il est cet individu qui finalement, et c'est peut-être pas si mal, redevient au cœur d'à peu près tout. C'est exigeant aussi pour un groupe comme le vôtre. Ça veut dire que vous devez être à la fois irréprochable sur à peu près tous les plans, sur les plans de l'éthique, sur les plans de l'égalité. Voilà, vous êtes devenu un groupe citoyen aussi. Absolument, oui, tout à fait. Mais vous savez, on dit parfois le consommateur, mais n'oublions pas que nous sommes tous des consommateurs. Donc que nous sommes tous individuellement, on se reconnaît nous-mêmes dans ce portrait-là. Non, mais pour répondre à votre question, tout à fait. Donc... Et effectivement, moi, depuis une dizaine d'années, j'ai voulu prendre tous ces virages de façon à faire de L'Oréal une entreprise. Vous savez que L'Oréal est depuis très longtemps une entreprise exemplaire d'un point de vue performance économique, financière, croissance, résultats, dividendes, etc. Mais j'ai pensé que c'était effectivement
plus suffisant et qu'il fallait que L'Oréal soit aussi totalement exemplaire d'un point de vue sociétal. Et donc on a engagé beaucoup de travail dans ces domaines-là. Et je suis très fier aujourd'hui que L'Oréal a été reconnue l'année dernière entreprise numéro 1 mondiale en matière de développement durable. C'est pas moi qui le dis, c'est le Carbon Disclosure Project, qui est l'ONG de référence. Et donc on a été la première société mondiale, toutes catégories, toutes industries confondues, à être reconnue triple A 3 ans de suite, donc numéro 1. On est reconnu numéro 1 mondial en matière éthique, ce qui est très important aussi, non seulement pour les collaborateurs, nos partenaires, mais aussi les consommateurs. Numéro 1 mondial également en matière d'égalité homme-femme. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup poussé pour que L'Oréal soit non seulement une entreprise exemplaire d'un point de vue financier, au point de vue créativité des produits, au point de vue qualité des produits et des marques, mais aussi d'un point de vue sociétal. Donc, faire partie des solutions, d'une certaine manière aussi. Hein, dans la salle, il y a forcément des gens qui se disent « il est gentil, mais c'est L'Oréal ». Quand on est une petite PME, une plus petite structure, c'est pas si facile d'aller vite, c'est pas si facile d'investir. Oui, non. Écoutez, chacun oui, à bien son sûr. échelle. Non, moi, d'abord, je ne donne aucune leçon. Franchement, j'ai jamais donné de leçon. Et quand je vous parle de L'Oréal, vous savez, L'Oréal, j'entendais tout à l'heure que vous parliez un peu, vous disiez, vous sentez, c'est votre entreprise. Bon, moi, je ne suis pas propriétaire de L'Oréal, malheureusement d'ailleurs. Mais pour être très franc, 41 ans dans une entreprise, l'affectio societatis est tellement grand que je la considère comme mon entreprise. Donc c'est vraiment mon entreprise. Mais je pense que ce qu'on fait chez L'Oréal, on peut aussi le faire partout. Chacun à sa manière, à sa mesure, etc. Parce que dans le fond, alors là je vais être un peu provocateur, mais moi quand j'ai lancé ces grandes actions en disant je veux qu'on soit le numéro 1 mondial du développement durable, le numéro 1 mondial en égalité homme-femme, le numéro 1 mondial dans tous ces domaines-là, on m'a dit bon c'est pas possible, ça va coûter beaucoup d'argent, etc. Très franchement, entre nous, ça a coûté zéro. Ça a coûté zéro parce que c'est juste une façon de faire les choses différemment. Et au début, ça coûte l'effort de vouloir le faire. Bien évidemment, dans un premier temps, il y a des coûts associés qui ne sont pas énormes d'ailleurs, mais qu'il faut prendre en charge. Mais la transformation du modèle, la motivation des collaborateurs, la fierté des collaborateurs de travailler pour une entreprise qui a ce sens et qui a cette valeur ajoutée au niveau sociétal, est tellement importante que franchement, le coût n'est pas un coût majeur. Alors encore une fois, je suis d'accord que je parle pour L'Oréal. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour une entreprise, à mon avis plutôt pour une entreprise de type industrie lourde. Pour être franc, je pense que le commerce aussi peut faire des progrès en matière de développement durable ou de sociétal qui n'est pas forcément ruineux. Bon, quand on parle d'industrie lourde, d'énergie, etc., là j'imagine que les coûts doivent être plus élevés. Mais je pense qu'à partir du moment où on veut vraiment le faire, hein, comme disait Churchill, where there is a will, there is a way, si on veut vraiment le faire, si on pense que c'est important, si on motive ses collaborateurs sur ces objectifs-là, on y arrive. 2, on y arrive franchement en trouvant des solutions malines, intelligentes, qui ne coûtent pas tellement beaucoup d'argent, et on ajoute un espèce de fierté et d'engagement aux collaborateurs qui est incroyable. Je voudrais juste finir là-dessus, c'est que ma réponse, c'est que, par exemple, pour nos collaborateurs de la recherche, vous savez, on a 4000 personnes en recherche. On a aussi des milliers de personnes dans les opérations. Et le fait d'avoir transformé complètement notre modèle dans un modèle totalement vertueux en matière, par exemple, d'environnement, changer complètement les ingrédients, changer nos façons de formuler, changer nos façons de produire, etc., ça a ajouté du travail à chacun des collaborateurs. Et je peux vous dire que les collaborateurs aujourd'hui sont 10 fois plus motivés qu'ils l'étaient il y a 10 ans. Parce qu'ils travaillent un peu plus, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe, et ça a tellement de sens, et ils sont tellement fiers que franchement, ils ne retourneraient pas en arrière. L'entreprise sociétale, je sais qu'il y a quelque chose auquel vous tenez, parce que c'est vous qui l'avez mis en place, et puis parce que c'est vertueux, louable, et qu'on peut qu'applaudir, c'est le programme Share and Care. Vous nous en dites 2 mots? Oui, 2 mots. Alors, bon, il y a aussi une caractéristique de L'Oréal depuis longtemps.
pour ceux qui ont un petit peu d'histoire, vous savez que L'Oréal dans le temps était dirigé par François Dalle dans les années 70, et François Dalle était un patron visionnaire en matière sociale. Et depuis ces années-là, L'Oréal a été en France une entreprise très en avance sur le plan social. Par exemple, L'Oréal distribue 200 millions d'euros d'intéressement participation, ce qui fait que chaque salarié de L'Oréal en France a entre 3 et 4 mois de supplément de salaire annuel dû à l'intéressement à participation, plus beaucoup d'autres avantages sociaux. Donc L'Oréal, en France, était très en avance sur le plan social. Et en fait, il y a 5-6 ans, on s'est dit aussi, après tout, maintenant, la France ne représente que 8% de nos affaires. Il serait légitime et il serait normal. Et si on veut être aussi les rois de l'éthique, il faut qu'on fasse ce qu'on dit. Il faut qu'on applique cette exemplarité sociale dans le monde entier. Et donc, on a lancé un programme qui s'appelle Share and Care, en anglais parce que 90% de nos collaborateurs dans le monde comprennent l'anglais et pas le français, qui garantit, qui est le premier programme dans l'histoire, qui garantit, enfin en tout cas dans l'histoire de L'Oréal, à l'époque on pensait, qui garantit à tous les collaborateurs de L'Oréal dans le monde, donc les 80 000 collaborateurs, le meilleur de la protection sociale en matière de santé, sécurité, formation, accompagnement, etc. Bon, pas les 35 heures, hein, on n'a pas mondialisé les 35 heures. Vous n'avez pas tout exporté non plus. Non, hein, mais et en fait, donc on a mis ce programme en place, et on l'a fait juste parce qu'on pensait que c'était bien de le faire, que c'était normal de le faire. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a été appelé 3 mois après par l'Organisation internationale du travail à Genève, par le patron de l'Organisation internationale du travail, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, monsieur Agon, c'est formidable ce que vous avez fait. Je lui ai dit, écoutez, c'est gentil, merci beaucoup. Il me dit, est-ce que vous savez que vous êtes la première entreprise dans le monde à avoir fait ça? Je lui ai dit, bah non, pas du tout, nous, j'ai aucune idée, je ne savais pas. Et donc, il nous a demandé de venir à Genève expliquer ça à une centaine d'entreprises pour que ça se déploie à travers le monde. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est pas très difficile. Pardonnez-moi, on ressent une fierté de dirigeant à ce moment-là? Moi, honnêtement, on reçoit une fierté d'avoir fait ce qui était bien. Vous savez, moi, j'ai toujours un critère assez simple, et j'ai quelques amis dans la salle, dont des amis très chers, et ils comprendront ce que je veux dire. Moi, vous savez, mon bon critère, c'est ce qu'en pensent mes enfants. J'ai 3 enfants, et j'ai souvent dit... souvent, je parle avec mes enfants. Ils sont grands maintenant. Pendant très longtemps, j'ai parlé avec mes enfants, qui ont été très associés, bien évidemment, à ma carrière professionnelle, qui sont allés vivre en Allemagne, partout, à droite, etc. Et donc, je parle avec eux de L'Oréal, bien sûr, parce que bon, L'Oréal, c'est toute ma vie. Et bon, et pour être franc, quand je leur explique L'Oréal, formidable, la croissance, le chiffre d'affaires, la rentabilité, le dividende, le cash flow, ils ne sont pas très passionnés. Mais par contre, quand je leur dis, vous savez, les enfants, L'Oréal, on est devenu numéro 1 mondial en matière de développement durable, on est devenu numéro 1 mondial en matière d'éthique, on est devenu numéro 1 mondial en matière d'égalité homme-femme, etc. Là, ils disent, bon, c'est bien, papa, continue. c'est bien. Et donc, c'est ça la fierté, en fait. Quand la ça fierté, brille dans les yeux des enfants. La fierté, c'est quand on fait quelque chose dont on se dit, ah, là, on a quand même contribué à faire avancer les choses. Mais même, je veux revenir là-dessus parce que là aussi, on peut avoir la réflexion de dire, bon, bah, d'accord, c'est L'Oréal, ils gagnent tellement d'argent, ils peuvent se le permettre, c'est facile pour eux, etc. Pour être très franc, le share and care, il n'a pas coûté grand-chose non plus. Il n'a pas coûté grand-chose. Donc, moi, si je me permets d'être un tout petit peu provocateur, et pas du tout par rapport à vous, mais par rapport à votre question plutôt, c'est que le réflexe qui est de dire, oui, mais ça va coûter trop cher, ça va être trop difficile, on ne pourra pas se le payer, c'est souvent une bonne excuse. Il faut d'abord essayer, et très souvent, franchement, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai. Vous savez, donc, avec mes 41 ans, je vais quand même un jour ou l'autre arrêter, mais le regard que j'aurais finalement sur tout ce que j'aurais fait chez L'Oréal, c'est que finalement, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer parce qu'on se rend compte souvent que finalement, c'était pas si difficile que ça, c'était pas si coûteux que ça, c'était pas si impossible, et que il faut se lancer, essayer, et en plus, c'est aussi ça peut-être les recettes de l'esprit gaulois, c'est qu'on trouve toujours les solutions.
on trouve les solutions pour le rendre possible. Ce test and learn, d'une certaine manière, que vous évoquez là sur le essayer, et puis si on n'y arrive pas, c'est pas très grave finalement. Le fameux droit à l'erreur, c'est quelque chose d'important pour vous? Parce que c'est très galvaudé, on dit bon, le droit à l'erreur, le droit à l'erreur. Ça se traduit par quoi concrètement chez vous, dans votre groupe? Vous savez, le droit à l'erreur, c'est presque intrinsèque, inhérent, parce que nous, dans notre métier, donc, comme vous le savez, on crée des produits de beauté, et le marketing est une science inexacte. Chaque année, on crée des centaines, des milliers de produits à travers le monde. Vous savez, on a 30 marques, on vend plus de 7 milliards de produits dans le monde, et donc chaque année, chacune de nos marques lance des produits. Tous nos produits ne sont pas des succès. Et ça a toujours été comme ça. On peut pas. C'est ça aussi qui m'a fait choisir ce métier du marketing, parce que je trouvais ça formidable. C'est pas une science exacte, c'est un art quelque part. Et donc on lance des produits et par définition donc on accepte l'idée que on lance un produit, on va y mettre toute notre foi, notre conviction, nos moyens, etc. Et puis bon, peut-être que ça marchera pas. Et donc, quelque part, le droit à l'erreur, il est intrinsèque à notre métier. Donc, ce qu'on a appris dans le côté marketing, il est vrai aussi dans d'autres domaines. Donc, il faut que tout le monde puisse se sentir la capacité de faire des choses, d'essayer des choses, et que, bon, si ça marche, formidable, on a fait reculer un obstacle, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on réessaiera une autre fois, différemment. Cette conduite du changement qu'on évoque depuis tout à l'heure, ces bouleversements, ces révolutions, même avec l'individu, consommateur, citoyen, collaborateur aussi, quand il est collaborateur justement au sein d'un groupe comme le vôtre, comment vous faites pour qu'il n'ait pas peur du changement? Parce que naturellement, ça fait peur, on n'a pas très envie. Comment vous l'accompagnez? Écoutez, franchement, je pense que chez L'Oréal, les gens n'ont pas peur du changement. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on les choisit bien, ça fait partie des critères de recrutement, si c'est parce que, encore une fois, c'est la nature. Vous savez, là aussi, quand vous êtes dans un métier de grande consommation comme la beauté, franchement, si vous avez peur du changement, alors là, il vaut mieux travailler dans un autre domaine, hein. Parce que par définition, les tendances changent, les modes changent, les besoins changent, les envies changent. Par définition, il faut être en permanence en alerte sur les changements. Donc je dirais que par nature aussi, là, L'Oréal n'est pas une entreprise où les collaborateurs ont peur du changement. Sinon, franchement, encore une fois, ils auraient choisi une autre entreprise. L'autre manière, je pense, de ne pas avoir peur du changement, c'est effectivement de diffuser l'idée que le changement, au contraire, est quelque chose de positif. Moi, je suis personnellement un passionné du changement. J'adore le changement. Ce qui m'ennuie terriblement, c'est quand ça ne change pas. Et je vous dis, à la limite, il y a 10 ans, je commençais à m'ennuyer un petit peu parce que je trouvais que finalement, les choses n'avaient pas tellement changé. Et alors là, franchement, maintenant, je suis très content. Et j'ai jamais été, dans mes 40 ans de carrière, j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Parce que c'est un monde, vous savez, la définition qu'on donne dans les milieux financiers du monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un monde VUCA. VUCA en anglais, ça veut dire volatile, uncertain, complex, ambiguous. C'est vrai que c'est facile. Voilà. C'est un monde complètement aujourd'hui volatile, incertain, tout peut arriver, tout change tous les jours, etc. Et je trouve ça infiniment passionnant. C'est pour ça que vos équipes disent de vous, je trahis les équipes, il aime bien gouverner, diriger sans grand process, avec une sorte de chaos permanent. Alors je dis chaos permanent, waouh, ça peut faire peur le chaos permanent. Le chaos, C-H-A-O-S. Oui, bien sûr. Oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Non, mais c'est ça, cette ébullition qui vous motive. Votre état d'esprit, on le voit bien, il est là. Et on revient aux défis dont on parlait en tout début d'entretien. D'abord, là aussi, je crois que moi, je m'inscris dans la continuité de L'Oréal. L'Oréal a toujours été une entreprise très gauloise, quelque part. J'aime bien l'image que vous avez prise tout à l'heure, qui me parle bien. Et je pense que pour tous ceux d'entre vous, si vous vouliez venir chez L'Oréal, vous verriez qu'on est assez gaulois. C'est un peu, effectivement, le chaos permanent.
mais un chaos organisé quand même. Hein, un chaos organisé. D'ailleurs, c'est très subtil la gouvernance du chaos. Pour que ça soit positif, productif, dynamique, mais ça marche. Mais ce qui est très intéressant, votre question est très juste, parce qu'il y a quelques années, nos grands concurrents anglo-saxons nous regardaient un peu avec condescendance en disant de toute façon L'Oréal, effectivement, c'est une entreprise un peu chaotique, ça n'a pas d'avenir, etc., etc. Bon, d'abord, l'histoire leur a montré qu'ils n'étaient pas dans le vrai, puisque c'est plutôt eux qui ont eu des difficultés et que nous avons plutôt prospéré. Et deuxièmement, le monde du digital, le monde de l'Internet, etc., est un monde dans lequel les organisations du type, non pas chaotiques, mais biologiques, si je veux dire, plutôt que absolument organisées, structurées, etc., réussissent beaucoup mieux. Par exemple, L'Oréal est une entreprise que je définis comme stratégiquement concentrée, mais opérationnellement très décentralisée. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction du groupe, croyez-moi, les directions stratégiques sont très claires, très précises et très fermes, mais en même temps, ça donne ce qu'on appelle le frame, hein, le cadre de la stratégie, mais après, il y a une vraie délégation décentralisée de l'exécution qui est absolument indispensable quand vous opérez dans 70 pays, sur tous les continents, dans 5 circuits, dans 5 catégories, et où, moi je crois beaucoup à ça, l'intelligence doit être aussi sur le terrain. Vous ne pouvez pas décider à Paris, nous on est basé à Clichy, vous ne pouvez pas décider à Clichy ce qu'il faut faire comme produit pour la consommatrice chinoise de Chengdu. Vous pouvez décider votre stratégie globale, vos stratégies par marque, par division, par grand axe de recherche, par catégorie, mais après il faut qu'il y ait une grande intelligence sur place dans le pays, en Chine, au Brésil, en Finlande, en Argentine, etc., pour prendre les bonnes décisions pour réussir. Et ça aussi, c'est une des différences par rapport à nos concurrents. Ce sont des staffs locaux qui dirigent les entités dans les différents pays cités. Oui, alors on a rarement des Français. Oh non, c'est très mélangé. Je pense que ça doit être. Je crois qu'il y a un tiers de Français, un tiers d'expatriés qui ne sont pas français et un tiers de locaux. Mais de toute façon aussi, les équipes dans les pays sont à 99% locales. Puisque, par définition, quand vous avez 80 000 collaborateurs, en Chine, ce sont les Chinois qui font le succès de l'entreprise, aux États-Unis, les Américains, et ça a été aussi le secret de la réussite. Vous arrivez à marier la culture de la performance, d'une certaine manière, est nécessaire, à la culture du collectif, d'une certaine manière, avec la délégation et la confiance. Vous n'avez pas encore employé le mot, mais parce que la performance est vous savez, c'est un peu comme un sport, c'est un sport d'équipe. La performance, elle est collective par nature. La performance, quand L'Oréal fait une belle année, une belle croissance, etc., c'est une performance par définition collective. Par définition, personne ne peut s'approprier la performance. Elle est collective. Et c'est vrai aussi, ça, c'est une autre des grandes nouvelles tendances du XXIe siècle, très importante, et d'ailleurs ça a été aussi l'un des très grands changements qu'on vient de faire chez L'Oréal aussi, c'est de passer d'une culture qui était quand même historiquement un peu individualiste à une culture vraiment authentiquement collective. Et ça c'est quelque chose aussi qui est peut-être un petit peu français. En France, on a quand même culturellement c'est peut-être le résultat de système éducatif, etc. On a quand même une culture un peu individualiste, qui privilégie un peu la performance de l'individu brillant, ce que j'appelle personnellement le mythe du héros. Le héros qui peut changer tout. D'ailleurs, on le voit bien en politique parfois. Hein. Le héros qui peut changer tout, qui peut changer la... Et ça, moi je pense que c'est plus du tout adapté au XXIe siècle, et surtout c'est pas du tout adapté au monde, parce que si vous sortez de France, ou si vous sortez, disons, des pays latins d'Europe, c'est pas du tout le mental. Le mental en Asie, en Amérique, est vraiment le mental de l'équipe, du collectif. Et donc on a lancé une grande révolution aussi chez L'Oréal
un grand changement aussi, qui est peut-être le plus important de tous, mais qui est finalement le moins visible, qui est un changement une révolution culturelle qu'on a appelée Simplicity, qui est une vraie transformation du mode de management, du mode d'évaluation, du mode de collectif, et qui donc effectivement est un grand passage du concept individualiste au concept collectif. Collectif, coopératif, collaboratif. En fait, je pense que le XXIe siècle, et en particulier dans le monde, est vraiment le co, oui, exactement. C'est tout ce qui est co, c'est-à-dire l'équipe, quoi. Et ça me paraît fondamental pour l'avenir. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de votre instinct. Mon nez, oui. Votre nez. Grand nez. En tout cas, on ne peut pas dire que depuis effectivement 41 ans, vous ayez eu à vous en plaindre. Qu'est-ce que vous pressentez dans ce qui va se passer? Et d'une certaine manière, ça va être ma première question, et puis après, ça sera, et ça va ressembler à quoi L'Oréal dans 5 ans? Mais d'abord, qu'est-ce qui va arriver ça, là? je ne peux pas vous dire, parce que justement, quand on marche avec des intuitions, tant qu'on ne les a pas eues, on ne les a pas eues. Hein. Donc, alors là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe là? Non, moi, je suis... Alors, l'autre caractéristique qui m'anime, c'est que je suis par nature optimiste. Et positif. Donc, si vous voulez, en ce qui concerne notre métier à nous, mais c'est aussi une démarche. Hein, j'en reviens je crois beaucoup aussi au concept de la self-fulfilling prophecy. Vous savez, la prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire que quand vous croyez à quelque chose, eh ben, ça va se faire. Quand vous pensez que c'est possible, eh ben, ça l'est. Et donc, moi, je suis très positif, globalement, pour L'Oréal, en tout cas. Si jamais il y a des actionnaires dans la salle, je suis très positif. Je crois que et on a des éléments très, très indicatifs, très positifs. Par exemple, le marché de la beauté n'a jamais été aussi positif que maintenant. Il a connu l'année dernière sa croissance la plus forte depuis 20 ans. La croissance de L'Oréal l'année dernière a été la plus belle aussi, la plus forte depuis 15 ans. Donc je pense que on est bien parti pour que à la fois notre marché mondial soit en croissance, que nous continuions à accroître chaque année notre leadership. Et voilà. Et pour le reste, vous savez, en plus j'ai quelques intuitions parfois que je garde pour moi parce que je crois savoir que ça va être diffusé et je ne voudrais surtout pas que mes concurrents en profitent. Non, mais on parle beaucoup en ce moment et vous allez intervenir à Vivatech à la fin de la semaine. Vivatech, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, on va beaucoup parler d'hommes et de femmes augmentés, donc vos consommatrices augmentées, mon Dieu. Oui. Non, moi je trouve ça formidable. Moi franchement, l'intelligence artificielle, je trouve ça formidable. Je pense que franchement, ça va être... là aussi, c'est pareil, on peut le voir de deux manières. Vous savez, on peut tout voir de deux manières. On peut voir les choses de deux manières. Soit la manière plutôt craintive, négative, pessimiste, en disant « Oh là là, ça va être horrible, dans quel monde allons-nous vivre ?» etc. Et puis on peut le voir de manière positive en disant « Formidable !» Formidable. Pour la première fois dans l'histoire du monde, on va pouvoir trouver des solutions aux problèmes complexes auxquels, franchement, on n'arrive pas à trouver des solutions aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. Le monde, aujourd'hui, est devenu tellement complexe que sans intelligence artificielle, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité formidable et que demain, le consommateur augmenté, le collaborateur augmenté, le citoyen augmenté, la société augmentée, c'est formidable. Alors, bien sûr, il faut le faire intelligemment, il faudra mettre des règles éthiques, parce que, d'ailleurs, c'est un sujet intéressant, c'est que comme la technologie va tellement vite, souvent les lois n'ont pas le temps de s'adapter à l'évolution des technologies, et donc la seule chose qui peut aller aussi vite que la technologie, c'est l'évolution de l'éthique. Donc l'éthique, par contre, va être absolument déterminante. C'est pour ça que moi, j'ai voulu en faire un cheval de bataille absolument clé pour L'Oréal. Je crois que dans les 10 ans, si vous vouliez une petite intuition facile, je crois que dans les 10 ans ou 20 ans qui viennent, l'éthique sera de plus en plus clé dans les rapports dans le monde. Mais personnellement, je vois tout ça comme des champs d'opportunités extraordinaires. Vous levez le pied des fois ?
À quel point de vue? Oui, absolument. Moi, je ne suis pas un... D'ailleurs, Jean-Louis, qui était avec moi à HEC, peut témoigner que je n'étais pas un élève extrêmement travailleur. Et je ne suis toujours pas. Mais par contre, je suis très passionné. Je suis très passionné, je suis très enthousiaste, je suis très curieux. Vous dites qu'il faut sans cesse investir, réinvestir, surinvestir, jamais s'arrêter. Bah oui, parce que c'est amusant. Parce que c'est amusant, parce que c'est ça être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est toujours aller de l'avant, prendre des paris, prendre des risques, innover, essayer des choses nouvelles, etc. De toute façon, vous tous, vous faites ça très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Jean-Paul Agon.